Ben merci. Merci aux organisateurs, en particulier à Frédéric et Carlos et Karim et d'autres qui m'ont invité, m'ont donné une possibilité de m'exprimer. Eh ben, je vous demande pardon déjà parce que c'est pas vraiment la grande science là que je vais vous raconter, c'est un peu de turbulence de la vie que j'ai menée. Et bon, ça a donné quelques bricoles comme résultat, donc je vais essayer de donner tout ça. Par contre, je voudrais dédier cette présentation atypique à tous les gens du monde qui étaient humiliés et persécutés. Ma vie était faite de ça et je sais que ça laisse des traces très difficiles à guérir. Et ces traces-là, c'est un peu comme le cancer. C'est long, c'est pénible et des fois on n'y arrive pas. Mais des fois on y arrive aussi. Voilà. Alors le secret d'une idée nouvelle, en fait, je ne sais strictement rien. Parce qu'on ne peut pas le savoir, ça vient comme ça. Alors j'ai essayé de rationaliser un peu tout ça pour essayer de comprendre comment les choses viennent. Voilà. Donc les idées viennent un peu de tous les côtés. Alors d'abord, il y a des facteurs externes qu'on ne contrôle absolument pas. C'est le hasard. Je ne sais pas si quelqu'un sait définir le hasard. Moi, je ne sais pas, mais enfin, on appelle ça comme ça. Donc, en 1973, il y a eu un crash d'avion à côté d'Orly. Il y avait 125 morts et 3 survivants. Alors, ces 3 survivants, c'était pilote et deux copilotes. Et ils se sont enfermés dans la cabine avec le linge mouillé, mais malgré tout, ils ont ramassé des produits chlorés, ils avaient le poumon brûlé, et ils ont atterri en réanimation à Henri Mondor, où je travaillais à l'époque chez professeur Guinard. Et en arrivant, on s'est dit, on va téléphoner aux médecins militaires, peut-être qu'ils vont nous donner quelques idées. Et quand on leur a expliqué ce que c'était, ils nous ont dit c'est pas la peine. De toute façon, dans une semaine, ils seront tous morts à l'occasion de la chute des escarres. Parce que comme le poumon est brûlé, la cicatrisation se fait, et d'un seul coup, tous les escarres tombent, et là, évidemment, on ne peut rien faire, ils meurent asphyxiés comme ça. Alors mon patron qui a travaillé un peu pendant la guerre de Vietnam avec les Américains, il a dit le mieux c'est de ne pas les entuber. Et donc, oui, voilà, ça c'est la carcasse de l'avion qui est restée, il ne restait pas grand-chose. La suite. Donc, l'intubation, il nous a dit pas question, si on les intube, ils sont morts, très vite. Donc on s'est passé de cette technique et l'idée commune était de leur faire de la CPAP. Alors la CPAP, on n'en avait pas et on est allé acheter un sac de plastique dans un magasin et je suis allé chercher une chambre de vélo d'enfant et avec ça et plus du sparadrap, on a bricolé un scaphandre qu'on a mis sur chaque tête de ces personnes et on a mis un débit d'oxygène de 75 litres minute, 65, oui 65. Et en bas, on a mis un bocal d'eau avec un tuyau qui nous a fait la PEP entre 8 et 10 cm d'eau. Et comme ça, on les a ventilés, c'est-à-dire ils respiraient spontanément, mais le problème était l'humidification. Alors de temps en temps, on leur versait sur les cheveux un peu d'eau, et bon, c'était ça. Et au bout d'une semaine, les 3 étaient sauvés. Donc c'était un miracle et un succès. D'ailleurs, tous les ans, ils nous portaient du champagne.
comme c'était des pilotes, ils revenaient à Paris, donc c'était parfait. Voilà l'installation qu'on avait bricolée. Alors évidemment, après, les gens ont perfectionné ça, et c'est un peu le précurseur d'Helmut, en fait. Actuel, ben, il manquait rien, sauf c'était un peu du bricolage. La suivante. Alors, le dénominateur commun de tout ça, finalement, c'est l'incendie et la fumée. La première cause de la chute d'avion, c'était quelqu'un a fumé dans les toilettes et il a pas éteint la cigarette et ça a incendié l'avion. À la suite de ça, le professeur Hunard m'a dit, Georges, écoute, toi tu bricoles bien, il faut trouver une solution pour réduire la quantité d'oxygène dans les bulles, parce que si on a 10 malades comme ça, on va tous brûler. D'autant plus que tout le monde fumait, même en réanimation. Donc, bon, alors là, on a un exemple des infirmières, c'était les habits d'époque, et effectivement, c'était ça. Donc, il m'a donné le devoir de chercher une solution. Je me suis mis au travail, ça a duré quand même 5 ans dans le garage. Alors, il fallait trouver une solution pour réduire la quantité d'oxygène. Alors, moi-même, je suis né dans les Balkans. Voyant un peu le cirque, la balkanisation, ça veut dire quelque chose. Les misères des peuples pendant des siècles, les bagarres entre les communautés, les haines, les persécutions et toutes sortes. Donc je me rappelle, quand j'étais petit, on nous trimballait d'un village à l'autre parce qu'il y avait des résistances et qui se bagarraient les uns contre les autres, et pour couper le ravitaillement, donc ils changeaient les villageois. Bon, ils amenaient par exemple à 20 ou 30 kilomètres dans les camions les gens, et d'autres ils les amenaient à la place, comme ça les hommes, les résistants des bois ne pouvaient pas se ravitailler. Et là, pendant longtemps, pendant 30 ans, quand j'examinais les gens, je palpais le ventre, j'avais une sensation incompréhensible d'appréhension, de peur. Et finalement, au bout de 30 ans, j'ai compris, quand j'étais gamin, dans ces circonstances, je voyais les gens par terre, qu'on piétinait les ventres, qu'on tapait dedans, etc. Et c'est resté marqué. Et j'avais évidemment pas de soutien psychologique comme on fait maintenant pour évacuer tout ça. Et c'est resté pendant 30 ans. Et le jour où j'avais compris d'où ça venait, eh bien, c'est disparu. C'était un mauvais souvenir de l'époque. C'était quelque chose qui n'était pas rigolo. Alors là, c'est autre chose, c'est les compétences, disons, en dehors de la médecine. Alors, en arrivant en France, j'avais déjà plus de 20 ans, et je ne savais pas parler un mot de français, et j'ai atterri à la gare de l'Est, et en sortant, je ne savais pas ni où aller, ni quoi faire, et donc je suis devenu SDF. Mais c'était assez rigolo. La pauvreté ne nous gênait pas parce qu'on était tous pareils. Personne n'avait rien. Donc on se débrouillait pour survivre. Mais le plus gros problème, c'est l'hygiène. On ne pouvait pas se laver. Il y avait les bains publics qui étaient à côté de la pièce salpêtrière, mais c'était loin d'aller à pied, parce que si vous aviez une bouche du métro ou dormir le soir, il fallait la garder précieusement, parce que tout le monde se volait ses bouches, parce qu'il faisait un peu plus chaud qu'ailleurs, puis on dormait dans les cartons comme ça. Alors si vous n'êtes pas lavé pendant 15 jours, évidemment, nous on sentait rien, parce qu'on est habitué. Mais le révélateur était quand on rentrait dans un bistrot, ou si on rentrait dans le métro, on avait de la place. Même s'il y avait une grande influence, c'est quand même un avantage finalement. On se dit, merde, les autres sont serrés, nous on a de la place, c'est déjà bien. Et donc, dans la rue, un des compatriotes qui passait par là, j'ai discuté avec lui et finalement, il m'a dit, je vais te trouver du travail.
Alors, qu'est-ce que tu vas me trouver? Ben, il m'a dit, tu vas être plombier. Ah bon? J'ai jamais fait plomberie. T'inquiète pas. Tu vas me donner 500 francs quand tu auras ton boulot et je vais te vendre comme ça. Donc, il m'a présenté à son patron. Et le patron a dit, bon, ben, écoutez, là on est samedi, parce qu'à l'époque on travaillait samedi, vous restez avec mes ouvriers, et c'était en rue Malmaison, on installait un laboratoire d'école, c'est des big benzènes partout, etc. Et j'étais avec eux samedi, et ils m'ont dit, ben, lundi, on va vous laisser tout seul. Et si vous arrivez à faire le même laboratoire tout seul, vous êtes accepté comme petit compagnon plombier. Ben, j'avais pas le choix, j'ai dit d'accord. Donc j'ai bien regardé comment ils faisaient pendant toute la journée de samedi, et lundi je suis resté tout seul. Et finalement, à la fin de la journée, ils sont venus vérifier l'étanchéité des systèmes et tout ça, ça tenait bien. Et bien ils m'ont dit d'accord, maintenant vous êtes petit compagnon plombier, j'étais embauché comme ça. Bon, sur les chantiers, évidemment, je ne savais pas bien comment me comporter. Ils me donnaient des tâches assez pénible, ce qui était normal. Et un garçon qui s'appelait Spartaco Cortellazzi, en italien, qui était vraiment avec moi, il avait une bienveillance extraordinaire. Il m'a dit, tu n'as jamais été plombier, c'est pas la peine de raconter. Je parlais italien, donc j'avais possibilité de discuter. Ben, je lui ai dit, ben non, ben c'est vrai. Et au début, je dormais sous les chantiers dans les baraques à outils, et il a eu pitié de moi, il a dit, écoute, tu viendras à la maison, on va te donner une chambre, et puis comme ça, on a démarré. Il m'a appris le métier, et donc c'était un souvenir inoubliable de la bonté des gens. Il y en a toujours, de toute façon, il n'y a pas que des méchants quand même. Voilà, et puis ça c'est la plomberie. Bon, c'était pas moi bien sûr, mais alors électricité, ben, dans le bâtiment il fallait tout savoir faire. Quand monter les tuyaux et les baignoires au 10e étage sur le dos, bon, j'étais costaud à l'époque, ça posait pas de problème, mais quand il fallait faire de l'électricité et de reste, il fallait le faire. On pouvait pas avoir des électriciens tout le temps, etc. Là, évidemment, c'est un autre métier que j'ai pratiqué, c'était la dynamique des fluides. Donc, à un moment donné, il fallait s'approcher un peu du milieu médical. Alors, je suis allé à la Pitié-Salpêtrière pour passer un examen pour rentrer comme garçon de salle dans l'assistance publique. Et j'ai passé l'examen, j'étais reçu, et on m'a désigné hôpital Saint-Antoine chez professeur Jacques Caroli. C'était un hépatologue très connu. Et bon, ben je balayais comme ça, comme je pouvais. Et un jour, dans une pièce, il y avait un externe qui devait passer son examen clinique, et il cherchait le diagnostic du malade. Mais comme je devais rentrer en 3e année de médecine dans mon pays d'origine, bon, je connaissais un peu les choses, et le petit il s'est trompé complètement de diagnostic. Alors je lui ai dit, je balayais comme ça, et je lui ai dit, c'est pas ça, c'est ça le diagnostic. Ben, évidemment, vous imaginez un peu un garçon de salle qui est en train de vous dire que vous êtes trompé, c'était totalement impossible. Bon, eh bien, il était quand même sympa, il est allé dire à son chef de clinique, ben, ce mec-là, c'est bizarre. Et puis le chef de clinique, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était le fils de Georges Pompidou à l'époque, c'est Alain, qui était chef de clinique à l'époque, ben, ça fait 50 ans de ça. Et il est allé voir professeur Caroli. Caroli, évidemment, il m'a reçu, il m'a interrogé, etc. Et il m'a dit, il ne faut plus rester 2 jours, on va vous mettre en psychiatrie. Il y a les camisoles de force, comme j'étais costaud, de temps en temps, on en avait besoin. Et puis, on promenait quelques cadavres la nuit. On chassait les rats, parce qu'à l'époque, Saint-Antoine n'existait pas tel qu'il est maintenant. C'était des baraquements préfabriqués de la Première Guerre mondiale. Et donc, souvent, les personnes âgées, les pauvres, ils se faisaient manger les orteils par les rats la nuit. Donc, le lendemain, on vérifiait le manque des orteils, et puis les infirmiers venaient faire des pansements.
Puis on entretenait le poêle qui était au milieu de la salle, il y avait une cinquantaine de malades autour. Et puis voilà, mais ça m'a permis quand même d'avoir une vie plus tranquille et surtout dormir un peu parce que je m'étais inscrit comme auditeur libre à la fac de médecine et puis quand on passe toute une nuit à bosser et si on n'a pas dormi, le lendemain, on ronfle. Je me mettais au dernier rayon pour pas gêner les gens, mais malgré tout, comme je ronflais très fort, ça gênait. Donc, finalement, grâce à ce boulot de dynamique des fluides nocturne, ça m'a permis d'être un petit peu moins fatigué. Puis j'ai démarré un peu avec Alliance française, petit à petit. Je commençais à comprendre un peu le français parce que j'avais fait le latin, le grec, l'italien. Bon, ben, les bases sont identiques et puis on se retrouve petit à petit. Alors, l'empirisme. Effectivement, avec un parcours comme ça, eh bien, tout est fait dans l'empirisme. L'histoire de professeur Hunard qui m'a demandé de réduire la quantité d'oxygène, ben j'ai dit bon, on essaye. Alors j'ai essayé d'abord sur un tube endotrachéal rouge à l'époque, c'était fait un peu manuellement. J'ai utilisé 4 cathéters où j'ai traversé les parois du tube et j'ai réuni les cathéters en bout et j'ai injecté l'oxygène pour voir. Alors, avant de faire ça, j'ai essayé le jet direct coaxial et comme c'était sur un tube endotrachéal, je m'étais dit, je vais vérifier qu'est-ce que ça fait à la surface de l'eau. Donc, en éclairant de l'eau, vous mettez la pression et vous regardez si ça creuse trop, eh bien, ça veut dire que vous allez faire une hémorragie rapidement au niveau du poumon et c'est pas bon le jet coaxial. Alors je m'étais dit, bah, si on les inclinait, peut-être ça ira mieux. Et donc avec les 4 cathéters, j'ai fait rencontrer ces jets au milieu du tube et effectivement le cratère sur la surface de l'eau a disparu. Donc c'est parfait, je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait, mais ça marchait. Donc, les rencontres des gens. Au cours de ce parcours, c'est des gens qui étaient vraiment bienveillants avec moi et qui m'ont tous aidé sans aucune contrepartie. Donc évidemment, je me rappelle de tout ce monde. Et il y en a sûrement que j'ai oublié, mais bon, c'est permis. La mémoire humaine est fragile. Alors évidemment, il y en a qui sont partis dans l'autre monde, et puis d'autres qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Ben, il y a le professeur Hunard, il est parti, il y a le professeur Arf aussi, paix à leur âme. Et puis tous les autres, il y en a quelques-uns avec lesquels je travaille, que je me dispute depuis des années, comme Patrick Plaisance par exemple. Mais Goldstein, par exemple, c'était un garçon qui m'a bien aidé. Carly, évidemment, quand je lui ai expliqué un peu les nouveaux concepts, il m'a dit que je le faisais chier. Expliqué, tu comprends, on a mis toutes les descriptions, comment faire l'intubation, comment ventiler les gens en arrêt cardiaque, les mentons au zénith, et tout ça, et toi tu viens nous dire que c'est pas ça. Bon, je dis, écoute, excusez-moi. Voilà, les chances et les malchances dans la vie, finalement, une malchance peut se transformer en chance. Parce que ces tubes-là que j'ai fabriqués, il fallait trouver quelqu'un pour les transformer en quelque chose d'utilisable, parce que ce que je faisais, ça ressemblait à rien. C'était fonctionnel, c'est déjà pas mal. Et finalement, un laboratoire français, Porges, qui à l'époque appartenait à Santé Labo, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait ces personnes, c'est M. Jean-Claude Labrune. Il m'a dit, écoute, je les connais, on va leur présenter ça, peut-être que ça va les intéresser. Ils ont dit, bon, on va essayer. Et comme ils faisaient des sondes endotrachéales, des sondes urinaires, etc., ils se sont mis à fabriquer
les tubes avec les multicanaux. Et ils ont travaillé pendant 3-4 ans et on a fait déjà des publications avec Catherine Bertrand, avec Huguenard, avec Tessière, avec pas mal de monde. Et on a même fait des essais sur les cochons. Et ça s'est bien passé. Et du jour au lendemain, il y a un directeur qui venait de Rhône-Poulenc. Il a dit maintenant stop, on ne s'amuse plus, on laisse tomber tout ce qui n'est pas notre métier. On se concentre sur les médicaments et métier d'origine, c'est-à-dire sonde urinaire, de porage, etc. Donc je me suis retrouvé à la rue avec toutes ces idées, toutes ces publications. Et il fallait chercher quelqu'un. Bon, il y avait des Américains qui m'ont proposé des collaborations, mais moi, j'avais pas trop confiance, et d'autant plus que mon anglais était un peu une vache espagnole, quoi. C'était nul. Et j'ai vu que le seul plasturgiste en France, c'était Vigon. Donc, j'ai téléphoné chez Vigon. Et il y a un ingénieur qui s'appelle Pierre Roy, et un pharmacien, Éric Longer. Ils sont venus me voir, bon, on a discuté, etc. Ils ont dit, ça pourrait être intéressant. Et ils m'ont pris rendez-vous avec le patron qui s'appelait Bertrand Cluny. Alors, c'est un polytechnicien, aviateur, pilote d'essai. Et tout ce qui est jet, dynamique des fluides, les propulsions, etc., ça l'intéressait. Alors, évidemment, il a commencé par demander à ses copains de l'école de Toulouse, de Grenoble, etc., pour essayer de mettre en formule mathématique les jets défléchis, confinés dans un espace. Et bon, ils ont essayé, mais ils ont dit si c'était un jet coaxial, c'est parfait, mais 4 jets comme ça, dans un espace confiné, on ne peut pas le mettre en formule mathématique. Pourtant, ça marche. Et voilà, le Vigon a pris ça en main. Ils ont mis 10 ans quand même à se mettre en route. Ils n'ont pas gagné un sou pendant 10 ans, mais grâce à Bertrand Cluny, il a persévéré, et puis finalement, ça a donné quelque chose. Alors dans toutes ces histoires, il faut quand même rester indépendant. Si vous êtes dans un système où vous êtes obligé de faire partie d'un clan, de faire ceci, faire cela, évidemment, c'est indispensable pour réussir, c'est certain, mais ça gêne quand même, parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé de vous incliner et vous adapter. Donc, je n'ai pas trop voulu rester dans le système. On m'a proposé de rentrer dans l'INSERM, mais j'ai refusé. Après, le professeur Hunard m'a proposé de faire une carrière hospitalière. J'ai refusé, mais bon, il me regardait un peu d'un œil d'ethnologue, mais j'ai dit non, et puis voilà, à suivre. Alors, naturellement, le problème, c'est les contingences matérielles. Donc, la seule solution, c'est de trouver un métier à côté. Ce que je faisais, j'ai trouvé un cabinet médical où je faisais 2 jours et demi consultation de médecine générale, et j'avais un poste d'attaché consultant des hôpitaux à l'hôpital comme anesthésiste. Donc je faisais les 2 choses comme ça, et à l'hôpital on bricolait dans la recherche, et puis le reste du temps, ça me permettait d'être indépendant sur le plan matériel. Et voilà, c'est une jeune fille avec laquelle je vis depuis 52 ans. Et c'est elle qui m'a supporté, qui m'a sauvé la peau. Mais il ne faut pas se leurrer. J'ai compris longtemps après que finalement notre couple dure toujours parce qu'on ne se voyait jamais. Donc, sachez ça, les jeunes là, ne venez pas souvent à la maison et téléphonez toujours avant de venir. Comme ça, vous n'aurez jamais d'ennui. Voilà, donc elle a pris en charge les enfants que je ne connaissais pas. Elle a pris en charge la maison, le tout, absolument tout, au point que je suis arrivé à la retraite et je lui avais demandé qu'est-ce que c'est l'URSSAF. Vous vous rendez compte? Je ne savais même pas, c'est elle qui gérait tout. Bon, et ça, merci.
C'était ça, il faut ça. Alors évidemment, il faut oser être soi. Bon, je pense que c'est prétentieux, il faut être un peu abruti, je crois, sur les bords, et avancer, un peu têtu, et persévérer dans les idées malgré tout. Et puis voilà. Là, par exemple, il faut savoir refuser des opportunités de gagner d'argent. Il y a une compagnie pharmaceutique qui m'avait proposé il y a 25 ans, mais un poste absolument mirabolant. Ils m'ont offert 6 millions de francs par mois, vous vous rendez compte? Une maison à Genève, et j'étais une espèce de coordinateur de 820 médecins dans le monde qui travaillaient dans les différents centres de recherche. Alors, pourquoi ils sont venus me chercher, j'en sais strictement rien. Évidemment, je ne parle aucune langue, mais je baragouine une dizaine. Donc, peut-être c'est pour ça, j'en sais rien. En tout cas, j'ai refusé. Alors, ils sont venus en délégation me voir, mais il est vraiment fou, ce mec, il refuse un poste comme ça. Alors, il y a plein de candidats qui voudraient le prendre. Et finalement, j'apprends un garçon qui a pris ce poste est retrouvé mort chez une geisha au Japon 6 mois après. Donc je dis à ma femme, tu vois, hein, j'ai bien fait de refuser parce qu'on ne sait jamais. Voilà, à la suite. Il y a une chose qui est très importante, il ne faut jamais penser que ce n'est pas possible. Il faut toujours se dire, pourquoi pas, il faut essayer et finalement, ben, c'est une illustration, quand on croit à l'impossibilité, qui a été faite un peu inspirée des Visiteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Visiteurs. Eh bien, c'était ça. Voilà le film. A long time ago, in a kingdom far away, lived a handsome prince and a beautiful princess. The prince and the princess loved each other very much. Suddenly, probably due to too much love, the princess fell into a deep sleep, and the prince was worried that she'd suffered a cardiac arrest. The handsome prince tried his best to bring her back to life. The prince reviewed all the resuscitation techniques offered to him by the kingdom's wizards and physicians. He tried all these techniques, including a magic kiss. But unfortunately, nothing woke the princess, and she remained very ill. The prince desperately called for help. Thankfully, his call for help was heard by a great doctor from another age. B-Card creates what we call the pillow effect, which is simply cushioning of the lungs from the mechanical effects of chest compressions. This pillow effect reduces the risk of rib and sternum fracture and improves gaseous exchange by reducing the risk of damage to the pulmonary parenchyma and alveolus collapse. Because no pause should be your cause, B-Card will change history. Vigon is proud to launch the AV-CCC ventilation mode with B-Card. C'est ça l'idée finalement, il faut y croire parce que sinon on n'avance pas. Alors il faut savoir écouter aussi. Écouter c'est sûr, mais il faut quand même avoir ses idées. C'est un peu comme le tournesol quoi, qui raconte des bêtises et en fin de compte il dit je suis un peu dur d'oreille. Il fait ce qu'il veut quand même. La suivante. Donc il faut surtout pas dévier de sa route, il faut avancer, pas se décourager parce que la route n'est pas toujours rose et surtout que notre apprentissage de médecin est fait quand même de maître à élève.
C'est-à-dire, c'est des dogmes qu'on nous transmet et il faut être dogmatique. Et si un élève ose émettre une pensée différente, ben il est viré forcément. Donc, il faut travailler en silence et avancer, puis bon. Bon, mais ça, c'est le dernier produit là pour l'arrêt cardiaque. Bon, ben c'est un raccourci en fait de sonde. On n'a plus besoin d'intuber les gens, on met ça sur la bouche et on fait le massage dès le départ. Ça peut servir aux pompiers, aux premiers secouristes, etc. Parce qu'il n'est plus nécessaire de faire l'intubation et ça permet au moins d'oxygéner le cerveau pendant 5 ou 6 ou 10 minutes en attendant que les professionnels arrivent pour soit aider la personne, soit l'assommer, ça dépend. Bon, bon, mais ça c'est l'illustration comment on fait quoi. On met une gueule, un masque et puis on masse et c'est tout. Alors naturellement, c'est un peu tendance schizophrène ça, parce que d'un côté vous pratiquez la médecine tous les jours. Et de l'autre côté, vous travaillez un peu sur les voies un peu pas très catholiques. Alors là, c'est un peu comme les douaniers. Si vous allez sur le chemin carrossable, ben, vous ne trouverez pas un seul contrebandier. Et la seule façon de trouver quelque chose, il faut s'éloigner un peu. Et là, on peut faire quelques prises. Ça, c'est la carte des États-Unis. Donc, il y a peut-être 30 ans, probablement, ils ont fait dans une ville un test sur l'efficacité de bouche à bouche. Je pense que c'est Seattle, mais je ne suis pas sûr. Et donc, l'analyse des résultats à l'hôpital, il y avait 35% des clochards qui survivaient mieux par rapport aux autres. Alors c'était une surprise absolument extraordinaire et ils ont cherché pourquoi. Eh bien c'est très simple, personne ne voulait faire bouche à bouche au clochard. Donc la langue, il ne touchait pas la tête, la langue était avalée et ils massaient. Comme ils arrivaient assez vite, il y avait assez d'oxygène dans le sang, ils faisaient le massage continu, c'est ce qu'on préconise maintenant, et l'air ne pouvait pas s'échapper, donc ils transmettaient mieux l'énergie du massage, il améliorait l'hémodynamique, et bien 35% de survie de plus. Maintenant, on sait pourquoi. Mais à l'époque, ça n'a pas été publié, parce qu'aux États-Unis, ils sont rigoureux, pas sur tous les points, mais là au moins, ils se sont dit que tout le monde n'a pas eu la même chance. Parce que bouche à bouche, finalement, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait au clochard, c'était leur chance, quand même. Donc, une autre chose qui est importante dans l'histoire d'innovation, c'est qu'il faut être tout le temps en veille et regarder ce qui ne va pas. Évidemment, en anesthésie, c'est très facile. Le malade ne parle pas, il ne conteste pas, il ne râle pas. Donc ça vous donne le temps de regarder ce qui se passe. De l'autre côté, du côté des gens qui travaillent, de chirurgie, etc., ou les cardiologies interventionnelles, etc. Bon, et vous écoutez de quoi ils se plaignent. Et à ce moment-là, on peut chercher quelques solutions. Là, c'était un cas d'angioplastie, parce que j'ai travaillé dans ce laboratoire, et je les voyais se plaindre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de stent. On avait juste le ballon, et on faisait une dilatation, et la plupart du temps, ça se bouchait le soir, il fallait recommencer. Alors, j'avais regardé, quand il sortait le ballon d'une dilate, il se pliait comme un couteau, comme ça.
Et donc, en sortant, il arrachait un peu l'endothélium et il faisait une dissection. Donc, forcément, il bouchait plus d'artères qu'autrement. Et là, je me suis rappelé de mon métier de plombier, qu'on peut finalement réduire la mémoire aux matériaux. Et j'ai demandé au laboratoire qui fabriquait les ballons, je leur ai dit de les plier sur eux-mêmes, de les chauffer, je crois c'était 80 degrés, et de les tremper dans la glace. Et finalement, ça leur a induit une mémoire, et quand il dégonflait le ballon, il se repliait sur lui-même et il n'arrachait plus les artères. Donc ils étaient quand même très contents, parce que ça permettait de ne pas revenir le soir, et surtout que le malade, c'était bien pour lui. Et d'ailleurs, pour les stents après aussi, comme il se repliait, il n'arrachait pas le stent, c'était parfait. Ça, il faut regarder autour de soi ce qui ne va pas et chercher la solution. Alors évidemment, une idée, ça peut cacher une autre, comme un train. Voilà, un train, il passe et vous voyez autre chose derrière. Alors ça, c'est une histoire dont j'ai honte. C'était le premier travail que j'avais fait à Stanford. On m'a envoyé là-bas parce qu'on voulait savoir comment ventiler les prématurés en réduisant l'espace mort. Donc on avait monté une machine qui permettait de piloter la sonde avec le système ouvert, et comme ça les gaz arrivaient à la carène de futurs prématurés, et normalement on devrait réduire un peu le traumatisme pulmonaire. Et en faisant ça, pourquoi on est allé en Stanford? Parce que c'était le premier laboratoire qui avait l'enregistrement continu des données ventilatoires et des données hémodynamiques. Et donc, tout ce qui se passait, on voyait s'il y a une modif et pourquoi. Et finalement, il y a quelques chats qui ont fait l'arrêt cardiaque, et en faisant le massage, on voyait tout de suite l'hémodynamique qui s'améliorait, et les gaz aussi. Bon, mais je m'étais dit, c'est peut-être une bonne idée pour utiliser ça dans l'air cardiaque. Et en rentrant en France, j'ai vu le professeur Arf, et il m'a dit, on pourrait peut-être faire ça, faire un essai sur les cochons. Et donc Laurent Brochard, qui était un junior à l'époque, il s'est dit, on y va. Et avec Catherine Bertrand qui est là. Mais je ne précise pas dans quelle année c'était quand même. C'est elle qui m'a interdit. Bon, je respecte. Alors, on a fait les cochons, et finalement, avec le tube, on faisait l'insufflation continue, mais on avait les données du pulmonaire et données sanguines. Et quand on faisait l'insufflation, on avait une augmentation de la perfusion de la carotide qui doublait ou triplait. Et les gaz du sang étaient améliorés, parce que nous, on a fait ça avec de l'air pour ne pas perturber le système global, ce qui fait l'oxygène. Et en fin de compte, la publication a été faite que 7 ou 8 ans après. Pourquoi? Parce que c'était une idée complètement farfelue quand même. Et quand Brochard a présenté la première fois ça, il s'est fait traiter de fou. Vous vous rendez compte, vous faites de l'insufflation continue, vous ne massez pas, vous ventilez pas, c'est pas bien. Bon, et en fin de compte, en 90, j'étais anesthésiste dans le laboratoire de cathétérisme. Il y avait Dubois-Randé, qui est doyen maintenant à Mont-d'Or. Il était là en train de faire le cathétérisme sur un malade qui était candidat pour la transplantation. Et d'un seul coup, il fait l'arrêt. Moi, je lui ai dit, écoute, si tu es d'accord, on n'avait pas de comité éthique avant. Le médecin était libre arbitre, il décidait.
Bon, là, en commun d'accord, et on faisait, on n'avait pas de problème de... Et donc, j'ai intubé le malade avec cette sonde. On avait à peu près 10 ou 12 litres d'oxygène par minute. Il avait une pression intrapulmonaire de 10 cm d'eau, et on a mis un interne sur le malade, et il l'a massé tout seul. Mais 55 minutes de massage, tout seul. Ça veut dire qu'il devait être fatigué, ça veut dire qu'il n'a pas respecté les profondeurs de compression, et le rythme, je pense qu'il s'est ralenti. Mais quand on est descendu au bloc, on avait 2 chirurgiens, 2 pompistes et 2 anesthésistes. Eh bien, ils voulaient nous porter au tribunal. Ils nous disaient, vous êtes des salauds, vous vous rendez compte, vous ventilez pas cet homme-là. Eh bien, moi, je leur ai dit, ok. Mais comme il était en cathétérisme, on avait une voie artérielle. Et on voyait bien que la pression était correcte. On était à 85 mm de mercure. C'était largement assez. Il ouvrait les yeux, il avait les réflexes présents. Et je lui ai dit, on fait les gaz du sang et après on vous le donne. Et bien les gaz du sang étaient normaux. Au bout de 55 minutes de massage, à mon avis, totalement incorrect par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et donc, c'était en 90. Pendant 10 ans, je cherchais une victime qui voudrait bien essayer ça à une plus grande échelle. C'était très dur, il n'y avait pas moyen. Et finalement, il y a un militaire, le professeur Cécy, qui était à Bégin, et il a dit, écoute, on va essayer. Et on est allé à Bondy, à la caserne des pompiers, on les a entraînés, on a expliqué comment il faut faire. Il a fait une centaine de malades. Évidemment, il m'a dit, on va prendre tous ceux qui n'ont aucune chance de survivre. Bon, c'est honorable, parce qu'on ne sait pas ce que c'est comme technique, etc. Alors, tous ceux qui avaient un rythme choquable, ils étaient virés de l'étude, parce que ils avaient une chance de survivre, et pas les autres. Et en fin de compte, on a constaté que tous ceux qui étaient massés avec insufflation continue avaient, une fois le ROSC obtenu, avaient les gaz normaux 10 minutes après, sous ventilateur. Alors ceux qui étaient massés classiquement, ils mettaient une semaine à guérir les lésions pulmonaires qu'il y avait. Et finalement, bon, ça a été publié, mais c'était toujours très hésitant au niveau d'utilisation générale. Et finalement, Catherine Bertrand, qui est là, et puis professeur Pierre Carly, tous les SAMU de France, il y en avait 70, je crois. Ils ont participé à cette étude, ça c'est vraiment sympa. Et ils ont utilisé d'un côté insufflation continue et de l'autre côté le système classique. Évidemment, nous ne savions pas qu'il fallait trier les gens, prendre ceux qui avaient une présence au moment de la chute. Et on a pris tout le monde. Il y avait qui étaient froids, qui avaient déjà des rigidités cadavériques. On voyait bien qu'ils sont morts depuis au moins 2 jours, mais on a pris tout le monde. Évidemment, les résultats étaient qu'il n'y avait pas plus de survivants, il y avait un peu plus de ROSC dans la partie d'insufflation continue, mais c'était pas statistiquement significatif. Mais il y avait moins de côtes cassées, on dirait que c'est une espèce d'airbag effect, c'est Catherine qui a dit ça, et on cassait moins les côtes. Bon, c'était valable, on avait une côte cassée dans les insufflations et 10 malades dans les autres. Et ce qui était fou, c'était la saturation périphérique. Les malades qui avaient l'insufflation, ils avaient une saturation détectable. Alors ça, à l'époque, d'ailleurs même maintenant, dans l'arrêt cardiaque, l'habitude est de ne pas mettre la satu périphérique parce que tout le monde dit, de toute façon, il n'y en a pas, c'est pas la peine de perdre son temps. Et bien là, c'était pas le cas. Donc, Catherine a publié ça et ça a fait un peu de bruit. Et puis, au bout de quelques années, il y a eu des gens en Belgique, en France,
qui ont utilisé ça systématiquement, avec au moins prise en charge plus facile, parce que une fois le malade intubé, eh ben, on a le massage à faire et c'est tout. Et avec le masseur automatique, on peut aller fumer une cigarette ou boire un petit café en attendant la décision de choc. Donc c'était pas mal. Et puis finalement, en Belgique, Marc Gillis, depuis 12 ans, il utilise ça systématiquement. Ben, il est passé dans le cas de survie de 10,5 à 26%. Donc c'est pas mal, mais il a fait ça en amateur, sans aucune analyse statistique fiable, ni rien. Il a fait 2-3 publications sous forme d'abstract, mais bon, ça a été quand même une base, parce que la recommandation 2015 disent que l'insufflation continue, ils ont cité le système français, la sonde RCP, en disant que c'est autorisé, on ne va pas vous mettre en prison si vous utilisez ce système, peut-être que ça pourrait fonctionner. Donc, depuis, ça s'ouvre un peu, mais c'est pas encore, au bout de 30 ans, c'est pas encore à la mode. Encore, non, reculez un peu. Voilà, ça c'est le tube. Bon, ben vous le connaissez certainement, ça c'est là où on a le tube vert, on connecte ça à la bouteille d'oxygène. Les deux autres tubes, je les avais prévus pour mesurer la pression au bout et le TCO2, mais seulement c'est des canalicules qui font 800 microns, donc on est obligé de déboucher ça à la sangle parce que ça se bouge facilement, donc c'est pas très très efficace. Alors le principe, non, ça marche pas. Il marche pas celui-là, le noir. Cliquez dessus. Non, il veut pas. Et là. Non. Bon, on revient. Alors donc, ce système-là, ça délivre l'oxygène à la carène, et a priori, la cage thoracique remplace finalement le soufflet, parce que vous avez 70% d'air, vous avez 30% du sang et des vaisseaux, et l'insufflation se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire vous servez de la cage thoracique qui est disponible chez chacun de nous. Si on fait un arrêt, il suffit de masser, et on peut rendre performant ce système en modifiant un peu la CRF, en mettant 8 à 10 cm d'eau de pression, et on a des case reports où les gens étaient massés pendant 12 heures sans aucune séquelle cérébrale. C'est les masseurs automatiques, et bon, ça veut dire que ça marche. Suivant. Là, c'est la première fois où Frédéric Adnet et Carlos et Karim m'ont demandé de faire une petite présentation, et c'est là où j'avais présenté la première fois ces données qui montrent qu'il y a finalement une symbiose en ce qui concerne les cardiopompes, les valves d'impédance et l'insufflation continue, que ça va dans le bon sens si on les utilise ensemble. Donc la première, au bout de 5 minutes, là, si on utilise la cardiopompe toute seule, style classique, vous avez le bleu là, c'est-à-dire qu'on fait un peu d'édème pulmonaire et on n'a pas une bonne oxygénation. Parce que là, l'oxygène sert de marqueur pour voir s'il y a une circulation périphérique ou pas. Donc, si on utilise un massage manuel style classique, c'est mieux, parce que vous avez moins de lésions alvéolaires qu'avec la cardiopompe. Mais par contre, si vous utilisez la cardiopompe avec l'insufflation, alors là, c'est top. Vous avez les alvéoles ouvertes, préservation de la CRF,
une meilleure hémodynamique et une meilleure oxygénation parce que la ventilation alvéolaire fonctionne. Mais il faut mettre ça tout de suite et il faut avoir au moins 9 à 10 cm d'eau de pression intrapulmonaire et là, c'est parfait. Par contre, à long terme, malgré tout, au bout de 20 minutes, l'effet des lésionnels qu'on connaît maintenant au niveau du poumon commence à se manifester 20-25 minutes. Par contre, massage manuel, c'est le moins offensif, bizarrement, jusqu'à 30 minutes. Il marchait bien combiné avec l'insufflation continue. Donc ça, c'est... je ne sais pas pour quelle raison on n'a pas publié ça à l'époque. Bon, il vaut mieux tard que jamais. Alors je me suis dit, pour quelle raison on ne compare pas l'arrêt cardiaque aux gens qui sont sous CEC. J'ai travaillé 5 ou 6 ans en chirurgie cardiaque et j'ai bien remarqué que pendant la phase de refroidissement qui dure quand même jusqu'à une demi-heure par exemple, on fait une perfusion pas très élevée, de 50 à 60 mm de mercure. Et il n'y a aucune souffrance cérébrale. Alors je ne sais pas d'où ça vient l'idée qu'on est obligé, pendant l'arrêt cardiaque, avoir une perfusion cérébrale beaucoup plus élevée. À mon avis, ça vient des cardiologues. Ils veulent absolument avoir du débit, ce qui est bien, mais si vous voulez obtenir un débit important, comme avec les masseurs automatiques et des systèmes de valves d'impédance ou de cardiopompe, c'est excellent, mais la nuit, c'est que vous êtes obligé d'arrêter le massage pour insouffler, ça veut dire vous perdez beaucoup de temps. Et pour quelle raison on a déclaré qu'il faut faire de la pression négative? Oui, ça donne un delta P plus important, ça donne une hémodynamique. Mais est-ce que c'est obligé de descendre à moins de 0? Moi, je ne suis pas persuadé, dans la mesure où sous CEC, on ne descend jamais à moins de 0. On reste tout le temps positif et on fait des petites oscillations et le cerveau ne souffre absolument pas. La cage thoracique ressemble bien à un oxygénateur. On a le poumon pour oxygéner, on a la pompe, c'est-à-dire les vaisseaux et la circulation pulmonaire plus le cœur. On a les mains qui remplacent l'énergie de contraction cardiaque, on n'a qu'à masser et c'est tout. Mais je n'ai jamais vu dans la littérature comparer un peu cette situation qui est semblable à l'arrêt cardiaque, parce que là le cœur est arrêté, on fait une perfusion de temps sans dégâts au niveau du cerveau. Bon, c'est des idées dogmatiques qui induisent, qui passent dans la tête des gens, et pour les retirer, c'est pas évident. Voilà tous ces bazars-là pour maintenir quelqu'un en vie, alors que dans la cage thoracique, on a tout ça. Il suffit juste d'avoir une contre-pression à système ouvert pour maintenir la CRF et masser, et c'est tout. La suite. Voilà, alors dernièrement, j'ai reçu un email de cet homme. Mathieu l'a écrit un peu bizarrement, mais ça doit être du Dutch. Mathieu de Viser, il m'a dit qu'il m'avait rencontré à Bruxelles il y a 5 ou 6 ans, et j'avais discuté avec lui pour l'insufflation continue, etc. Et depuis, pas de nouvelles. Et il y a quelques mois, il m'a envoyé un email, il m'a dit on a inclus 500 malades dans une étude où on a entraîné les gens, les paramédics, à intuber tout de suite. Ils ont utilisé Lucas systématiquement. L'arrivée sur place était faite entre ces 9 minutes, plus ou moins 3. Donc c'est assez rapide. Il m'a donné l'autorisation
pour donner un chiffre aux deux, ben c'est 26% de survie à 1 an. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que la technique d'insufflation n'est pas complètement idiote, que ça peut marcher à condition d'arriver tôt et former les gens qui interviennent tôt pour pas perdre la chance au cerveau et aux malades. Parce qu'en fait, un homme qui fait un arrêt cardiaque, mais il n'y a que son moteur qui est malade. Si on remplace le moteur en attendant de le réparer, ben, s'il est réparable, je pense qu'un massage peut suffire pour se donner ce temps-là. Et d'autant plus que dans cette histoire d'arrêt cardiaque, c'est comme une avalanche. Au début, vous avez une boule de neige. Si vous arrêtez cette boule de neige, tout est OK. Et si vous laissez développer, comme dans l'arrêt cardiaque, les inconvénients métaboliques, et que l'avalanche est au milieu de la montagne, vous pouvez toujours courir pour rattraper la survie. Mais c'est ce qu'on fait maintenant, tout le temps. On laisse évoluer les choses, mais il faut absolument se démerder pour maintenir le cerveau vivant dès le départ, et surtout ce qui a été proposé déjà, c'est l'éducation du peuple, parce que n'importe quel idiot peut se mettre et faire un massage, on ne touche pas la tête en attendant que le secouriste arrive. Alors évidemment, toutes ces idées qui sortent, ça dérange, parce que finalement, les grandes puissances fabricants des machines, etc., pensent que ça va les déranger. Ben, en fait, c'est une grosse bêtise. Ce qu'on propose, c'est juste pendant l'arrêt, pendant la phase d'arrêt, ne pas utiliser l'insufflateur qui souvent gonfle l'estomac et inonde le poumon, et utiliser juste le système ouvert avec une pression positive et le massage continu. Mais la peur existe, parce que les gens qui possèdent les gros moyens, ben, ils ont peur qu'on les détrône, alors c'est pas du tout le cas. Et bien là, évidemment, c'est le petit chien là, qui ramène ses idées, et puis le gros, là, il le regarde d'un œil bizarre. Ben, c'est un peu ça, la situation. Et voilà, tout ça, si vous comparez avec un système de simple, insufflation continue, un petit objet de 10 grammes, forcément, d'abord tout ça il faut les trimballer, c'est pas évident. Sur le terrain, d'une fois à l'autre, on oublie quel bouton il faut appuyer, parce qu'on n'a pas tous les jours des arrêts cardiaques, alors que dans le système simple, on ne peut pas oublier, comme il n'y a rien à retenir, donc c'est facile. Et voilà, c'est un petit parcours pour dire ben, il faut s'accrocher, il ne faut pas se décourager, et j'ai toujours dit, il faut attendre que les vieux médecins claquent avec leurs habitudes et que les jeunes prennent la passe. Mais il ne faut pas faire comme Mao, envoyer les vieux à la campagne et les jeunes au pouvoir, c'est pas très bien non plus. Il faut combiner les deux, et chacun donne une partie de ce qu'il peut. Mais voilà. Merci.